avec une nouvelle partie de ces auditions qui vont consister à auditionner 3 associations ou sociétés savantes, que sont l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie, le Conseil national professionnel de psychiatrie et enfin le RESAB, qui est un réseau addiction baclofène. Bonjour messieurs, entrez, soyez les bienvenus. Asseyez-vous bien sûr, asseyez-vous. Bien, bonjour, merci d'avoir répondu positivement aux demandes d'audition de cette commission. Nous allons donc procéder à l'audition des 3 parties que vous représentez. Donc la règle, c'est 10 minutes chacun, pour chacune des parties en tout cas. Et puis ensuite, la commission, pendant une vingtaine de minutes, pourra vous poser des questions et vous faire les remarques qu'elle souhaite. Qui a prévu de commencer? Peut-être la FPBN, c'est ça? C'est professeur Brousse? Nous vous écoutons, vous avez 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, bonjour. Je vous prie d'excuser tout d'abord mon diaporama parce que je n'avais pas reçu les questions, mais je répondrai à un certain nombre de questions qui sont posées dans la liste de questions. Donc, un propos très général sur la question des addictions qui me semblait importante pour placer la place de ce médicament, pour comprendre ce que sont les addictions et comprendre l'intérêt de l'utilisation de ces médicaments dans les addictions. Donc, en ce qui concerne donc les addictions, ce sont des pathologies qui renvoient à un comportement incontrôlable avec une recherche de plaisir ou plutôt pour nos patients obtenir un soulagement, d'où le fait qu'ils prennent un produit et qu'ils continuent à prendre ce produit et qu'ils poursuivent la prise de ce produit malgré l'existence et la connaissance de conséquences négatives, poursuivent la consommation malgré cette connaissance en dépit de tout. Ce sont des pathologies, les addictions sont des pathologies chroniques qui ont une évolution lente avec des rechutes fréquentes et des prises en soins nécessairement au long cours. De ce point de vue-là, nous avons un certain nombre de symptômes dans les classifications internationales qui peuvent permettre de définir ce que sont les addictions. Et si je parle de ces symptômes, c'est qu'ils vont être des cibles thérapeutiques importantes dans la prise en charge de nos patients, à la fois des cibles psychothérapiques, mais également des cibles chimiothérapiques et médicamenteuses, notamment le sevrage en la substance. Et là, aujourd'hui, nous parlons de l'alcool, évidemment. Les syndromes de sevrage sont connus et complexes. Ils sont associés à un certain nombre de symptômes qui vont vers une recrudescence de la prise du produit. Également, l'envie irrépressible de prendre le produit, qu'on appelle le craving, est un symptôme déterminant de l'addiction qui fait aujourd'hui l'objet de cibles thérapeutiques ou en tout cas l'espoir de cibles thérapeutiques importante. L'alcoolodépendance, c'est quoi? Eh bien, c'est une pathologie avec des conséquences sanitaires et sociales majeures. Je m'excuse de vous le rappeler, mais c'est quand même important. De nombreux sujets sont touchés. Alors évidemment, difficile de donner des chiffres, mais ce qu'on peut noter, c'est que sur 40 millions de personnes exposées, on estime que 5 à 8 millions de personnes, vous voyez, on ne sait pas bien, 5 à 8 millions de personnes seraient des consommateurs réguliers d'alcool, 2 à 3 millions seraient en difficulté avec cette substance, avec évidemment les conséquences de cette pathologie chronique, des pertes d'années de vie, des handicaps sévères, évidemment des pathologies cancéreuses, comme ça a été rappelé dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire du mois de juin, où on a rappelé le risque cancéreux lié à l'alcool, deuxième cause de mortalité évitable, après le tabac, évidemment, qui est très souvent associé à l'alcool, 49 000 morts par an, donc une pathologie qui a un coût social majeur. On parle de 120 milliards d'euros, des chiffres vertigineux, mais auxquels évidemment on doit consacrer une attention en termes de chiffres qui devraient être consacrés aux soins, à la recherche, à l'enseignement pour ces pathologies. Les soins sont ambulatoires et hospitaliers. Évidemment, les patients sont suivis à la fois en médecine générale ambulatoire par des médecins spécialistes et à l'hôpital. Et une très grosse composante de patients alcoodépendants sont suivis à l'hôpital. On parle de 600 000 patients par an suivis à l'hôpital pour des comorbidités addictives et 1 à 2 millions, là je parlais des MCO, et 1 à 2 millions dans les services de psychiatrie, car la psychiatrie est fortement liée à la question de la pathologie addictive. J'y reviendrai. Le traitement. Bien, le traitement des pathologies de l'alcoodépendance ou des pathologies addictives, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, ce traitement repose d'abord sur la compréhension de la maladie. C'est un traitement qui est basé sur une action
qu'on va appeler biopsychosocial. Pour faire court, il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit d'intégrer 3 actions qui doivent être associées les unes avec les autres pour avoir une chance de guérir nos patients. Il s'agit évidemment de cibler, pour ce qui est du modèle bio, des aspects pharmacologiques, thérapeutiques, des cibles médicamenteuses sur, par exemple, les récepteurs GABA-glutamate qui sont altérés, modifiés dans les pathologies addictives, mais également la dopamine qui est également une substance impliquée dans la dépendance, mais évidemment il y en a bien d'autres. Associé à ça, évidemment, une prise en charge socio-environnementale. Il n'est pas question de donner simplement aux patients un médicament, mais il faut s'assurer évidemment que l'environnement peut être soutenant vis-à-vis du patient ou ne soit pas délétère. Et la prise en compte de la famille, de l'environnement, des associations de patients est un élément important dans la prise en charge de cette maladie. Enfin, un point fondamental dans la prise en charge de ces addictions, et notamment à l'alcool, c'est qu'il faut que le patient soit dans une démarche vers laquelle nous l'accompagnons. Alors il peut ne pas être dans la démarche, mais nous l'accompagnons, c'est ce qu'on peut appeler via l'entretien motivationnel, dans ce TELIPS de Prochaska, faire évoluer le patient. Et le traitement marche si le patient est dans cette dynamique-là. J'ai mis assez grossièrement l'envie de ne plus avoir envie, mais c'est pour vous donner une idée que si on prescrit un traitement à un patient qui n'est pas dans une dynamique de soins, eh bien ça risque de ne pas marcher. Mais si on prescrit un traitement à un patient qui est dans une dynamique de soins et qui est et que le traitement marche, et c'est toute la complexité de modéliser justement l'efficacité de ces thérapeutiques, dont le baclofène il me semble, eh bien ce médicament peut marcher dans ce contexte-là, d'où la nécessité évidemment de cette prise en charge à la fois psychothérapique et sociothérapique. Évidemment, un autre pilier de la prise en charge de ces patients, c'est la réduction des risques, c'est-à-dire, au moins pour les patients, essayer de les accompagner avec les armes dont nous pouvons disposer. C'est un soin difficile de la part des patients parce qu'on sait que peu de patients viennent vers le système de soins. Ils sont peu d'eux-mêmes spontanément, et les études nord-américaines notamment le montrent, où on voit qu'une très faible partie de patients souffrant de l'alcool vont vers les médecins. Ils ont honte, ils ont une difficulté à accepter le parcours de soins, et la maladie elle-même est faite d'ambivalence, ce cercle, cette ellipse dont je viens de vous parler, et de chronicité. Également, il faut rappeler que les traitements, eh bien, on a une gamme thérapeutique relativement même restreinte dans les addictions, donc évidemment, il est important de pouvoir étoffer cette gamme thérapeutique, et il est difficile aussi de conduire des études, notamment des études en population réelle, et avec notamment ces aspects biopsychosociaux qui doivent être mis en évidence. Et puis, les soignants sont en difficulté aussi dans le système de soins parce que les soignants sont parfois peu formés, et puis on manque évidemment de soignants. Je ne veux pas vous apprendre ça, mais une étude très récente publiée dans PLOS ONE qui a été réalisée en Angleterre montre que sur 50 000 patients qui avaient été diagnostiqués comme alcoolodépendants, un système de soins anglais, il est ce qu'il est, et bien seulement 13% de ces patients bénéficiaient d'une prise en charge médicamenteuse efficace pour la prise en charge de cette alcoolodépendance. On peut dire aussi que les comorbidités psychiatriques sont très fréquentes pour ces patients, avec des patients alcoolodépendants qui sont pour 37% d'entre eux qui présentent des comorbidités psychiatriques, souvent des troubles de l'humeur, donc des dépressions, souvent des troubles anxieux qui sont peut-être à l'origine de cette alcoolodépendance, en effet boule de neige, et puis des troubles de la personnalité. Un tiers des patients hospitalisés en psychiatrie souffrent d'addiction, d'où une complexité de la prise en charge, un pronostic évidemment défavorable. Et si on pense gravité de la maladie alcoolique, on doit penser évidemment comorbidité psychiatrique et bien évidemment comorbidité addictive, car la plupart des patients qui sont très sévèrement malades ont souvent une comorbidité tabagique, évidemment, je l'ai dit, mais de plus en plus des comorbidités autres addictives, telles que le cannabis par exemple. Alors le baclofène dans cette présentation, la mise en perspective pour moi du baclofène et du point de vue de la psychiatrie et cette psychiatrie biologique, eh bien, on a eu tout d'abord une attente importante des patients et des familles et des professionnels, et il y a eu dans l'effet primordial de cette molécule une forte attractivité avec un service rendu parce que les patients avaient une forte attente et de par l'effet dont j'ai décrit tout à l'heure avec des résultats très importants au début de la mise en place de ces traitements avec l'indifférence décrite par un certain nombre de patients qui n'a pas été interrogé du point de vue de la recherche scientifique. Des premières études encourageantes montraient que la dépendance à l'alcool, une efficacité dans la dépendance à l'alcool, l'aide au maintien et puis une réduction du craving qui était peut-être discutée par après, une réduction de l'anxiété, donc une action sur certains symptômes psychiatriques, des actions sur les symptômes de sevrage, des actions sur d'autres symptômes psychiatriques comme les syndromes de stress post-traumatique qui sont très fréquents dans ces populations de patients, et chez des patients cirrhotiques, la possibilité d'utiliser cette molécule en faisait une molécule d'intérêt. Bien évidemment, les approches randomisées contrôlées ont eu
divers résultats. Une récente méta-analyse a apporté ces résultats en mettant en évidence un apport non contestable du baclofène en faible dose, enfin jusqu'à 80 mg on va dire, des difficultés à apprécier l'apport des hauts dosages avec une efficacité chez les patients les plus sévères et une nécessité d'une prise en charge biopsychosociale évidente, tellement la réponse est associée évidemment à cette prise en charge. Peu de données sur les comorbidités dans ces études, car peu d'études, à part l'étude Bacloville, ont pu inclure des patients comorbides sévères tels qu'ils le sont parfois dans la vraie vie. Lorsqu'ils sont sévères, ils sont comorbides. Des questions sur la tolérance ont été posées par un certain nombre d'auteurs, mais également la revue de la CNAM, avec des posologies maximales questionnées, des paliers posologiques qui pouvaient être questionnés, une surveillance avec une décroissance nécessaire pour ces patients. Les troubles psychiatriques, ils étaient souvent exclus des études. Malgré tout, ce sont les patients les plus sévères qui souffrent de troubles psychiatriques. Et là, on tombe face à une contradiction importante qui a toujours été avec ce produit, c'est-à-dire exclure les patients les plus sévères et les plus comorbides d'un médicament qui pourrait être efficace chez ces patients, mais évidemment avec un accompagnement. Une place logique est nécessaire de ce médicament dans l'arsenal, avec une nécessité d'une prise en charge biopsychosociale, adapter la réponse au traitement avec une échelle visuelle analogique au craving, par exemple, savoir comment marche le traitement, pouvoir le titrer, accompagné par des médecins, avec des objectifs qui sont donnés par les patients. Quel est l'objectif du patient? Veut-il arrêter, diminuer sa consommation? Comment c'est marqué sur un carnet? Et comment c'est accompagné par le patient, par le médecin qui vérifie cet objectif au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, accompagner le patient et vérifier la tolérance. Évidemment, il faut sensibiliser les prescripteurs, limiter les situations complexes, peut-être à des praticiens plus spécialisés. Il faudra définir quelles sont ces situations complexes, mais surtout ne pas exclure les pathologies mentales et les situations complexes, qui seraient sinon des doubles peines d'exclusion, qui doivent être bien évidemment stabilisées, des précautions d'emploi et bénéficier d'une surveillance étroite. De mon point de vue et du point de vue de la Société française de psychiatrie biologique, en tout cas, l'autorisation dans l'arsenal thérapeutique du baclofène doit être autorisée, avec une nécessité de prise en charge biopsychosociale, avec un carnet baclofène, peut-être avec des objectifs mis en place, limiter les situations complexes aux praticiens peut-être spécialisés à discuter, ne pas exclure les pathologies mentales, des situations complexes avec des avis psychiatriques et des rencontres pluriprofessionnelles pour discuter de ces patients. Enfin, de nouvelles études devront être financées pour ces patients psychiatriques comorbides, obtenir des données bien sûr sur le long cours, préciser la question des doses d'efficacité, communiquer bien sûr avec le grand public de façon apaisée. Je vous remercie. Merci beaucoup. On vous laisse incroyable. C'est incroyable, le timing est parfait. Merci. L'histoire retiendra au moins ça, j'espère, et un peu plus. J'espère, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On continue ces auditions en passant la parole au représentant du Conseil national professionnel de psychiatrie. Oui, bonjour à tous. Donc, vous m'excuserez, mais je vais parler un petit peu moins vite que la personne qui m'a précédé, et d'ailleurs avec laquelle je suis en parfait accord. Le Conseil national professionnel de psychiatrie a souhaité être auditionné. Comme vous le savez, chaque spécialité est organisée maintenant en Conseil national. Et le Conseil national professionnel de psychiatrie regroupe l'ensemble des sociétés savantes de psychiatres et l'ensemble des syndicats de psychiatres. Donc c'est en leur nom que je m'exprime ici. Le CNPP s'est déjà prononcé sur le baclofène lorsque la première RTU a été accordée. Et il s'est exprimé d'une part pour dire que c'était une reconnaissance justifiée d'un produit intéressant pour la prise en charge des patients souffrant d'addiction à l'alcool, à côté de la prise en charge psychologique et psychothérapeutique qui demeure le plus souvent nécessaire pour les patients atteints de ces troubles. Le CNPP a critiqué certains dispositifs de la première RTU et ces critiques ont été entendues puisque dans la deuxième RTU, ce qui a été critiqué n'était plus présent. La première critique était porté sur l'usine à gaz que constituait la nécessité de prendre des avis spécialistes à partir d'une certaine dose et au-delà de 180 mg de prendre un avis collégial. D'ailleurs, dans les faits, ça ne s'est jamais fait comme ça. C'était trop difficile à mettre en œuvre. Donc ça nous a paru d'emblée critiquable. Et surtout, la deuxième critique du Conseil national professionnel de psychiatrie portait sur ce qui était à l'époque une contre-indication pour les malades atteints de troubles mentaux graves. Pourquoi? Parce que, ça vient d'être dit,
chez ces patients, le baclofène a un intérêt tout à fait majeur. Il faut évidemment que l'état psychiatrique soit stabilisé, il faut que le suivi psychiatrique soit renforcé à l'initiation du traitement, mais la prise d'alcool est un facteur d'aggravation et une complication fréquente des troubles mentaux, principalement troubles bipolaires et schizophrénie. C'était ça, les exclusions. Dans la deuxième RTU, c'était des précautions d'emploi, ce qui paraît beaucoup plus raisonnable. Et enfin, le Conseil national professionnel de psychiatrie a rappelé le poids des comorbidités psychiatriques dans l'addiction à l'alcool et le fait que les psychiatres étaient tout à fait aptes à prescrire le baclofène et à suivre ces patients et qu'il ne fallait pas le réserver à telle ou telle catégorie, mais que ça pouvait être les addictologues, les médecins généralistes et a fortiori les psychiatres. Donc voilà pour la prise de position du Conseil national professionnel de psychiatrie. Et alors là, je vais peut-être parler plus à titre personnel. Je fais partie de ceux qui se sont beaucoup engagés en faveur du baclofène. J'ai une expérience personnelle de cette prescription puisque j'ai suivi plusieurs centaines de patients. Puis me permettre, c'était pas la finalité première, hein. Les auditions, c'était de parler au nom quand même du collège. Mais si le Conseil national professionnel de psychiatrie... On considère que c'est au nom du Conseil national voilà, de psychiatrie. S'il m'a choisi, c'est parce que je porte un message dans lequel il se reconnaît. C'était ça que je voulais savoir. Pour ne pas froisser l'auditoire. Donc l'expérience clinique rejoint d'une façon complémentaire, je dirais, le dossier scientifique. Nous sommes là dans un cadre très particulier de repositionnement d'une molécule qui a déjà une autorisation de mise sur le marché dans une indication et qui trouve une nouvelle indication. C'est une voie d'ailleurs très prometteuse pour beaucoup de pathologies. La particularité du baclofène, c'est qu'il s'impose de façon ascendante, selon un mouvement bottom-up, contrairement à l'habitude qui veut que un laboratoire vienne avec un dossier bien ficelé, bien calibré, parfois même au-delà de ce que l'honnêteté scientifique réclame, enfin, selon des procédures réglementaires bien huilées et qui ont leurs failles. Le baclofène, c'est très différent. Il s'impose d'abord par les associations de patients, par les médecins prescripteurs, avec des données de suivi de cohorte et un certain nombre de données qui, elles, concernent le mode d'action de la molécule, les données précliniques, les données cliniques avec les études en double aveugle contre placebo. Et ce qui m'a frappé, et ce qui est frappant, je pense pour tout le monde, c'est l'immense cohérence de ce dossier. C'est-à-dire qu'on connaît le mode d'action. Les études animales montrent bien l'effet du baclofène sur l'appétence pour l'alcool. Les études d'imagerie montrent bien aussi l'effet du baclofène sur le circuit de la récompense. Il y en a une qui vient d'être communiquée récemment et qui confirme cet effet. Et enfin, les études en double aveugle, même si elles n'ont pas été menées pour les raisons que je viens d'indiquer de façon totalement satisfaisante, montrent que le baclofène est efficace. Les méta-analyses les plus récentes le confirment. Deux études récentes qui n'ont pas été publiées et qui n'ont pas été prises en compte dans les méta-analyses devraient renforcer ce résultat favorable. C'est l'étude Bacloville dont on va parler tout à l'heure et une étude récente faite par un addictologue américain, Garbut, qui a communiqué à 2 congrès internationaux les résultats d'une étude favorable du baclofène. Il a comparé 30-90 mg, des résultats très favorables à 90 mg, plus favorables qu'à 30 mg. Donc le dossier scientifique est solide, bien qu'il soit atypique. Et ça, c'est ce point qu'il faut souligner. Et la grande cohérence de toutes les données qu'il y a autour du baclofène. Et d'ailleurs, le baclofène inaugure une série de produits actifs sur les récepteurs GABA-B. C'est une voie de recherche. D'autres molécules se développent dans ce domaine. Et donc, nous sommes là devant un espoir thérapeutique très important.
Et je vais maintenant répondre très rapidement aux questions qui ont été posées avant de laisser la parole au professeur Nicolas Ballon. Alors, compte tenu des données disponibles à ce jour, je viens de vous le dire, pour moi, il est évident que le baclofène doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Je ne reviens pas sur les critiques qui ont été faites à propos de l'étude de la CNAM qui n'est pas réellement probante. Enfin, il y a des documents très approfondis qui montrent les faiblesses de cette étude. On pourrait dire la même chose d'ailleurs à propos de l'étude du CSST que présidait le monsieur du cimetière. Là aussi, on n'a pas l'impression que le dossier a été étudié avec suffisamment de rigueur et dans son ensemble. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, dans l'affirmative, le profil des patients traités, donc le profil des patients répondeurs. Je crois que les patients répondeurs, malheureusement, on le sait après. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de critères formels, biologiques, bien qu'il y ait des recherches dans ce sens, notamment des recherches génétiques, pour identifier les patients qui seraient répondeurs. Le point majeur, c'était souligné par le professeur Brousse, c'est la motivation du patient. Et j'ajouterais la motivation du médecin. Parce que pour obtenir des résultats avec le baclofène, il faut parfois prendre son temps et ne pas abandonner à la première difficulté. La gamme des doses quotidiennes à retenir, je crois que ce qui maintenant fait le consensus parmi les spécialistes du baclofène, c'est qu'il faut que les doses soient personnalisées. C'est-à-dire que vous avez des patients qui répondent à des doses de 40, 50, 60, 80, 90 mg, et puis d'autres pour qui il faut des doses plus élevées. C'est lié au mode d'action de la molécule d'ailleurs, puisque c'est un agoniste direct, et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. C'est le cas pour d'autres médicaments. L'objectif thérapeutique, pour moi, je le simplifierai en disant que c'est retrouver un rapport normal à l'alcool. Les précautions d'emploi, elles sont parfaitement décrites dans le texte de la deuxième RTU, qui a été travaillé par des spécialistes du baclofène. Et le cadre de prise en charge de ces patients, là aussi, il faut l'adapter à chaque patient. Parfois, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Il faut très souvent une prise en charge psychologique, psychothérapeutique, pas toujours, mais très souvent. Et le profil des prescripteurs, je crois qu'il faut que ce soit des prescripteurs qui soient expérimentés et qui soient formés. Et qu'il ne faut pas se quereller pour savoir si c'est tel ou tel spécialiste. Parce que les résultats dépendent beaucoup plus de la motivation du prescripteur et de sa connaissance de la molécule. Donc je passe maintenant très vite la parole au professeur Nicolas Ballon qui va ajouter quelques mots. Merci, cher collègue, Monsieur le Président. Je vais être très bref. Vraiment, ça va dans le droit chemin de ce qui a été dit par mes collègues précédemment. Ce que je voulais juste pointer, c'était la difficulté en addictologie en général de pouvoir démontrer par les études habituelles l'efficacité et qu'un des éléments qui peut expliquer la divergence de certaines études et des résultats, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler l'hétérogénéité du phénotype addiction. C'est-à-dire que finalement, c'est pas parce que des gens partagent un diagnostic de dépendance à l'alcool qu'on a créé un groupe homogène. Il y a mille et une raisons de pouvoir développer une addiction à l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui pose régulièrement un problème. D'où l'intérêt d'avoir cette démarche-là qui s'impose dans le cadre de ce dossier et qui a été décrite par mon collègue, qui est cette démarche qui vient finalement de la base et de la clinique et qui va permettre par la suite d'essayer d'affiner. Et finalement, c'est aussi un peu une de vos questions, c'est qui sont les répondeurs? Actuellement, les répondeurs, c'est qui? C'est ceux qui répondent, mais comment est-ce qu'on peut les déterminer à l'avance? Pour l'instant, on n'a pas d'argument. On sait que le craving est probablement une des dimensions fondamentales. Cela dit, c'est certainement des choses qui vont nécessiter d'être affinées et que les études que mes collègues réclament complémentaires, on va pouvoir travailler là-dessus. En tout cas, il y a toujours cette difficulté méthodologique qui est due à cette hétérogénéité du phénotype addiction. Et voilà, c'était ça le message que je voulais transmettre à votre groupe de réflexion. Et j'ai dit que je serais bref, donc je m'arrête là. Merci beaucoup pour ces arguments. On passe la parole maintenant
au représentant du RESAB, Réseau Addiction Baclofen. Oui. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir auditionnés aujourd'hui. Moi, je suis médecin généraliste. J'ai une longue pratique des addictions depuis 1974. Je suis des vieux pionniers des addictions en France. Le RESAP, c'est une association de médecins, psychiatres, médecins généralistes, pharmaciens, qui s'est constituée à la suite de l'arrivée du baclofen par le marché, bien sûr, la proposition. Il faut dire que le livre d'Olivier Amaïsen y est pour beaucoup, je crois. Et on s'est donc penché sur l'intérêt de cette molécule en se basant sur les données existantes, sur les études qui avaient été faites à droite et à gauche dans le monde. Et notre but, c'est de faire la formation des médecins généralistes, mais aussi des psychiatres, des XAPA, des gynécologues quand ils veulent venir, des hépato-gastro-entérologues et des médecins, des jeunes médecins internes, quand on peut les toucher. Donc depuis 2014, on a commencé les premières formations en 2013 et on a croisé plus de 1200 praticiens, médecins, pharmaciens, psychiatres, je disais tout à l'heure, pour ces formations dans différentes villes de France. Avec une approche sur la prescription du baclofen et l'indication du baclofen, sur les effets indésirables, sur les posologies, sur tout ce qui correspond à la prise en charge de cette difficile pathologie. Alors, l'alcoolisme, que c'est une addiction, c'est une perte de contrôle. Le craving, c'est cette, le professeur en a parlé tout à l'heure, professeur Rousse, c'est cette impossibilité de dire non. Le produit est là, on le boit, et quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On a ça avec d'autres produits, la cocaïne par exemple. Et à cette petite parenthèse, les premières expérimentations animales, c'était sur la cocaïne et l'alcool chez le rat. Le rat répond favorablement à la cocaïne très vite, il est très, très vite cocaïnomane, et quand on lui donne du baclofen, il appuie sur la pédale, il arrête de prendre la cocaïne. L'alcool, chez le rat, c'était plus difficile, les expérimentations ont été plus longues, parce que le rat n'est pas alcoolique, il n'aime pas l'alcool. On a proposé des souches de rats devenus alcooliques, et on leur a proposé donc le baclofen quand ils étaient bien intoxiqués. Et quand ils appuient sur la pédale, ils arrêtent de boire à 0,4 mg kilo. 4 mg kilo. Quand on prend le livre d'Olivier Amaïsen, il a rapporté la dose rat à l'homme, au poids de l'homme. C'est pour ça qu'il monte à 270 mg, pour arriver à ce qu'on appelle l'indifférence. Donc, chez lui, c'était cette indifférence. Je ne sais pas si c'est bien vrai, parce que la difficulté qu'on n'arrive pas à cerner, c'est la dose exacte qu'il faut. Est-ce qu'il y a une dose exacte? Il n'y en a pas. C'est patient dépendant, et c'est aussi des phénomènes neurologiques et biologiques. Le passage hémato-encéphalique, c'est cette notion-là qu'il faut bien comprendre pour que les posologies soient variables. Alors, bon, le profil des patients, consommation abusive d'alcool avec perte de contrôle, le fameux craving dont on a parlé, les maladies hépatiques. Il y a récemment une étude qui vient d'être faite sur les maladies hépatiques, cirrhose décompensée ou pas loin, et l'intérêt du baclofen, effectivement, ça aide bien beaucoup les gens à diminuer leur consommation d'alcool. Une des indications au départ, c'était l'échec d'autres médications, échec de cure et de post-cure, et bien sûr, toute cette notion de baclofen repose sur le volontariat du patient. On a vu débarquer, suite à la médiatisation de la molécule, dans nos cabinets médicaux de ville, des patients demandant du baclofen. Voilà, j'ai un problème avec l'alcool, j'ai appris que le baclofen pouvait être utile. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai déjà essayé d'autres molécules, ça ne marchait pas. Mais là, la parole s'est libérée. Il est difficile pour un patient, si je suis un médecin généraliste, de dire « ouais, j'ai un problème d'alcool ». Ils viennent pour des maladies X ou Y, rarement pour de l'alcool. Depuis quelques années, effectivement, les gens viennent en disant « voilà, j'ai appris que, est-ce que vous prescrivez du baclofen ?» Et ils ont une demande qu'on n'avait pas avec les autres molécules. Donc, ils ont conscience de leur perte de contrôle, ils font un acte pour venir se soigner. C'est déjà la première alliance thérapeutique. Bon, je vais passer sur les doses, on en a parlé sur les problèmes de difficulté de trouver la bonne dose. Toujours est-il qu'il faut une augmentation progressive, lente. J'allais dire, le médecin devient patient. Il prend la place dans le domaine de la patience, si vous voulez. Le médecin, c'est patient, c'est le médecin qui devient patient.
c'est un traitement à long terme. Il n'y a pas de limite dans le temps, mais je dirais même pas de limite dans les posologies, puisqu'on sait qu'il y a des gens, il faut monter à 300, 350 mg pour arriver à ceux qui veulent l'abstinence ou l'indifférence. La difficulté, c'est la gestion des effets secondaires. Bon, c'est effectivement une question fondamentale dans la prise en charge de cette pathologie et de la prescription du baclofène, c'est savoir gérer les effets secondaires, les prévenir, expliquer au patient et travailler avec lui. Les objectifs à long terme, c'est ce que le patient désire. Hein. L'abstinence, ça serait bien. L'indifférence à l'alcool, c'est très bien. Une diminution de la consommation dans le cas de réduction des risques, c'est essentiel. Les précautions d'emploi, pour répondre à la question, c'est la gestion des effets secondaires. C'est, en matière de prescription, le bilan rénal, parce que le baclofène a l'élimination rénale et non pas hépatique. Donc les gens qui ont une insuffisance rénale, il faut faire attention. Une des contre-indications ou des difficultés majeures, c'est les problèmes psychiatriques et notamment les états maniaques. Il peut y avoir des virages maniaques sous baclofène. Donc il est nécessaire de bien savoir le passé du patient. Les crises d'épilepsie, on a décrit des gens qui ont des crises d'épilepsie avec du baclofène. Moi j'en ai vu beaucoup, des crises d'épilepsie avec l'alcool. Ça me paraît logique. Ils sont quand même peut-être avec assez épileptogène AVC. Le cadre de la prise en charge, et ça c'est notre mission au niveau du RESAB, c'est former des médecins prescripteurs. Former des médecins à, pas la difficulté, mais une espèce de comment faire. Il y a une polémique actuellement sur la prime prescription de méthadone en ville, qui n'est toujours pas faite, bien qu'il y ait eu un travail qui a été fait en 2009 sur Métaville, et on n'avait pas vu de différence entre le bras ville et le bras centre, mais c'est toujours sous le coude, ça n'avance pas, or il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais il faut faire de la formation aux médecins. Les médecins ne l'ont pas appris à l'université, c'est un médicament nouveau, il faut travailler avec les médecins, mais il faut aussi travailler avec les psychiatres, bien sûr. Mais moi j'avais une expérience très intéressante dans mon cabinet, j'avais réussi à avoir une microstructure avec un temps de psychologue d'une journée par semaine, un temps d'éducateur spécialisé d'une journée par semaine, un temps dédié aux fibroscans dans les hépatites C ou les fibroses hépatiques, tout ça dans le cadre de cette microstructure dans mon cabinet médical. C'est quelque chose de remarquable parce qu'on passe de la prescription à la discussion médecin-patient à l'entretien avec la psychologue, et parfois, je vois des gens, je ne voyais qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, et je vois la psychologue tous les 15 jours. Donc cette approche psychosociale, elle est fondamentale. Parce que les gens, ils ont une trajectoire de vie. Il faut travailler sur cette trajectoire de vie. L'alcool, ce n'est pas le problème, c'est le patient le problème. Comme dans toutes les addictions, ce n'est pas l'héroïne qui pose problème, c'est le patient. C'est d'où il vient. Comment il en est fait pour arriver là? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? J'ai l'habitude de dire à mes internes, on a obligation de moyens, pas systématiquement obligation de résultats. Donnons-nous les moyens de soigner les gens qui nous demandent des soins. Voilà. Merci. Je crois que nos collègues nous ont déjà beaucoup dit de choses. Je vais prendre ma casquette de formateur. Le RESAB est donc un réseau. Moi aussi, ça fait 40 ans que je m'occupe des patients qui ont des problèmes d'addiction. J'ai été surnommé dans les années 80 un dealer en blouse blanche parce que je prescrivais 80 temgesiques par jour. 80 temgesiques par jour, ça fait 2 Subutex 8 mg. J'ai été attaqué par l'ordre, par beaucoup. Mais bon, on était 3 à Paris. On a commencé le baclofène en 2008, on était 2. Il manquait quelque chose pour l'alcool. Je veux dire que vraiment, il nous manquait quelque chose pour l'alcool. Et bien sûr, j'ai essayé la camprosate et j'ai essayé la naltrexone et puis toutes ces molécules, je les connais bien. Le naltrexone, ça s'appelait même le Nalorex dans le temps, qui était pour l'héroïne. Donc c'était vraiment un produit qui... c'est nous qui avons dit en tant que praticiens, vous savez, le produit Nalorex pour les héroïnomanes, eh bien, ça fait baisser l'alcool. Bon, ça ne tient pas la route en fait, ça ne tient pas la longueur. J'ai été bluffé par le baclofène parce que les objectifs des patients, c'était de diminuer leur consommation, enfin plutôt, on va dire, de boire comme tout le monde. Bon, déjà, je dis que boire comme tout le monde, c'est trop. Mais bon, boire comme tout le monde. J'ai dit, ok, on se donne 3-4 mois, et puis ce qui m'a bluffé, c'est qu'au bout de 3-4 mois, des fois plus, des fois moins, les patients me disaient, vous savez, finalement, je ne bois plus. L'abstinence n'était pas leur objectif. Et donc, pour moi, l'abstinence, avec le baclofène, c'est une conséquence du traitement. C'est un effet indésirable, ou un effet désirable. Et donc, ça change tout.
Je veux dire qu'on a beau dire qu'il y a d'autres molécules. Écoutez, moi, j'ai les relevés de la sécurité sociale. J'ai fait 225 000 consultations dans ma carrière et je n'ai pas pris ma retraite. Eh ben non, j'ai jamais vu de produit. Je suis désolé, mais j'ai jamais vu de produit avec ce tel résultat. Et donc, j'ai la pratique. J'ai à peu près, dans mon ordinateur, sur un tableau Excel de 60 colonnes, 500 patients, 542. Je vais publier... c'est en cours de révision, donc c'est a priori accepté dans Frontiers of Psychiatry, c'est un suivi de cohorte. Bon, c'est pas le grade A, c'est un grade C, mais c'est pas grave. C'est 150 patients sur 3 ans. Montrez-moi des études avec la camprosate ou avec la naltrexone de suivi de patients, 150 patients. Évidemment, c'est monocentrique, évidemment, c'est lié à ma personne, mais quand même, je veux dire que quelque part, c'est quand même pour moi bluffant hein, comme clinicien. Voilà. Moi, j'avais envie de dire, le RESAB, ce sont des formations agréées au GDPC. Oui, au GDPC. Donc, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire que c'est agréé, c'est vérifié. On a formé 1149 médecins, 716 médecins généralistes, 258 psychiatres, 46 médecins salariés d'Exapa, 21 gastro-entérologues, 106 pharmaciens en 3 ans. Je trouve que c'est pas mal. C'est sûr que s'il n'y a pas d'AMM, il n'y aura plus besoin de les former. On parlait de la génétique, c'est important. J'étais à un congrès à Cagliari de ce récepteur GABA-B. Il y a une étude, on en parle de l'étude de Garbut, qui était contre, enfin qui n'était pas trop pour le baclofène à 30 mg, puisqu'il a publié une étude négative qui est reprise dans toutes les méta-analyses. Là, je peux vous dire, j'ai les résultats, si ça vous intéresse, vous pouvez les recevoir. Enfin, il veut bien que j'en parle. J'ai un mail de lui ce matin. Il ne veut pas, bien sûr, qu'on les publie, mais il a des résultats très positifs à 90 mg et il a changé d'avis. Et on a une autre étude qui a été présentée à Cagliari que vous n'avez pas, une étude australienne du professeur Haber, qui non seulement est positive en faveur du baclofène, mais qui en plus répond à une des questions que vous posez par rapport au profil des patients traités, puisqu'il parle des GABA BR1 et SLC6A1 avec les génotypes. Donc on a a priori des génotypes de répondeurs qui sont a priori ciblés actuellement. Si vous donnez l'AMM au baclofène, je propose de faire une étude sur 1000 patients de génétique, qui sera la première au monde. Mais pour ça, c'est sûr qu'on a besoin de l'AMM, parce que s'il n'y a pas d'AMM, on ne fera pas cette étude. C'est une étude que je propose de faire avec, évidemment, la NSM. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces 3 auditions, ces arguments et ces différentes présentations. La parole est maintenant aux membres de la Commission. Donc, Marc Bardou. Alors, merci pour vos différentes présentations. On a entre ce matin et cet après-midi des discours qui sont un petit peu discordants, et notamment le discours discordant sur la possibilité qu'on a, au jour d'aujourd'hui, de conduire des études qui permettent de confirmer l'efficacité et éventuellement de préciser les profils de patients pouvant bénéficier du baclofène. Jusqu'à présent, l'objectif, c'est pas de rediscuter. Le rapport du CSST a été vertement critiqué ce matin, mais c'est pas notre propos. On a un rapport du CSST qui est négatif, disons que le rapport bénéfice-risque est négatif. On a un certain nombre de discussions qui ont critiqué en disant non, en fait, on a un certain nombre de données qui nous permettent de dire que c'est positif. On doit malgré tout répondre à une question qui est celle du rapport bénéfice-risque et éventuellement de déterminer les profils de patients. La question qui a été posée ce matin et que je vais vous reposer aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez qu'on a aujourd'hui la capacité à mener des études nous permettant d'être plus rassurés sur, on a parlé de rapport bénéfice-risque, mais déjà sur le bénéfice qui est quand même largement remis en question, avec des données qui vont dans tous les sens. Le fait qu'il y ait une provision de méta-analyse, en règle générale, c'est quelque chose qui est assez révélateur de données qui ne sont pas robustes, parce que si à chaque fois qu'on fait une méta-analyse, parce qu'il y en a une qui a été citée, il y a celle de Rose, puis il y a celle de Juin, puis il y en a une autre, et qui vont chacune dans un sens différent. Ce qui veut bien dire qu'on est très embarrassé par la démonstration de l'efficacité du baclofène dans la prise en charge de l'alcoolédépendance. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui de conduire des études avec les critères de jugement, avec les critères d'inclusion des patients qui seraient à déterminer, mais qui permettraient de nous rassurer sur ce rapport bénéfice-risque du baclofène dans l'alcoodépendance. Qui souhaite répondre? Oui.
Je pense que ça fait directement allusion à ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, c'est cette fameuse hétérogénéité. C'est-à-dire qu'actuellement, ces études, il faut qu'on affine les critères. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas besoin d'études supplémentaires. En revanche, la poursuite de la prescription et, comme disait mon collègue le professeur Jory, le fait d'avoir accès à cette molécule, après les modalités seront sans doute à discuter, va certainement permettre d'affiner les critères qui permettront par la suite de conduire des études qui permettront de déterminer des profils de répondeurs, ce qui a l'air déjà de commencer. Je ne connaissais pas l'étude que tu as évoquée sur justement où il y a des polymorphismes génétiques qui seraient prédictifs. Oui, moi j'aimerais dire une chose importante par rapport à ces méta-analyses. C'est évident que ce sont des études où les patients sont abstinents au début, où l'objectif est de l'abstinence à la fin, où la titration se fait en 15 jours, 3 semaines maximum, ce qui est complètement contraire à la prescription de ce médicament. Ce sont des études qui sont pas du tout pragmatiques, où toutes les comorbidités sont exclues. On n'a pas le droit de prendre d'antidépresseurs, on n'a pas le droit de fumer des joints, on n'a pas le droit de... Voilà. Donc si on fait d'autres études, il faut que ce soit des titrations, et j'en ai discuté beaucoup à Garbut, donc il va sortir cette étude, où il a entendu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'arriver à 90 mg ou à 180 mg ou à 300 mg, l'objectif, c'est que le patient, il arrête quand il va bien. C'est évident, je veux dire que toutes les études académiques, l'objectif, c'est d'atteindre la dose, et de dire, voilà, on a tant de patients, il faut changer le type d'étude. Et puis, il faut prendre tout le monde. Mais ça, c'est très difficile à avoir. Moi, personnellement, je ne ferai pas d'autres études, à part celles que je vous propose au point de vue génétique, parce qu'on a déjà 250 prélèvements génétiques des génomes wide, c'est-à-dire tout le génome. Très facilement, on peut en avoir 1000, avec Renaud de Beaurepaire et puis Bernard Granger. Et là, franchement, par rapport aux autres études que je vois, toutes les publications sur 100 patients, sur 200 patients, pourrait vraiment, en tout cas pour la France, je trouve que c'est important. On a l'impression qu'on a honte d'être français et que c'est terrible, que c'est un problème franco-français. On est en train de faire une conférence de consensus sur le baclofène à Cagliari, c'est le groupe de Cagliari. Il y a 7 nationalités, il y a 22 participants, il y a quelques Français, il y a des Américains. J'ai le texte là, mais il n'est pas finalisé, c'est dommage. Mais je peux vous dire que là, toutes ces réponses, elles sont dans ce texte de cette conférence de consensus. Mais juste pour terminer là-dessus, si j'ai entendu votre réponse, c'est donner l'AMM et derrière on fera les études, ce qui est un petit peu inverser l'ordre de la preuve normalement. C'est des études de suivi. Des études de suivi. On n'a pas fait toutes ces études avec la méthadone ou avec le Subutex. Subutex, sûrement pas. Si j'y ai participé, je peux vous dire qu'on ne l'a pas fait. Les patients, ils ont poussé et on n'avait pas le choix. Enfin, avant, il n'y avait pas l'agence du médicament, ça s'appelait autrement, mais ce n'est pas le problème. Le Subutex, il a été mis sur le marché en France. C'est un médicament français et c'est une grande découverte. On a sauvé des centaines de milliers de gens. Voilà. Bon, je comprends très bien que tout le monde ait peur, mais les effets indésirables, pour moi, c'est vraiment c'est le médecin qui n'est pas formé et c'est le patient qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Donc c'est un problème de relation entre le médecin et le patient. Si le patient il n'entend pas que quand il est à 100 mg ou même à 80 ou à 120, quelle que soit la dose, il ne faut pas qu'il arrête d'un coup. Il aura moins d'effets secondaires. C'est sûr que s'il arrête d'un coup, ça ne va pas bien se passer. Et puis après, il arrête et puis il reprend d'un coup, 200 d'un coup. Donc c'est sûr que ça ne se passe pas bien. Donc c'est vraiment un problème de suivi, de prise en charge. Et moi j'insiste beaucoup, c'est pas la spécialité du médecin qui compte, c'est la formation du médecin. Et je pense que Bac+10, il faut faire confiance aux médecins. Je pense que quand même, il y a un mépris, je sens vraiment un mépris vis-à-vis des généralistes. Ça me dérange beaucoup, ce mépris de dire que le médecin généraliste, il n'est pas formé, il ne sait pas. Moi je peux prescrire de l'insuline. L'insuline c'est beaucoup plus dangereux que le baclofène. Quelle est la dose maximum de l'insuline? Quelqu'un peut me le dire? Quelle est la dose maximum de la méthadone? Quelqu'un peut me le dire? Il n'y en a pas. Quelle est la dose létale du baclofène? Vous la connaissez? On ne la connaît pas. Quelle est la dose létale de la méthadone? Vous la connaissez? 1 mg kilo. Et avec des flacons de 60 mg. Si moi je prends un flacon de 60 mg, bon je fais un peu plus, donc je prendrai 2 flacons de 60 mg, demain matin je ne me réveille pas, je suis mort. Il faut que je prenne 500, je ne sais pas combien de comprimés de baclofène. Je crois qu'il faut un peu relativiser. C'est quoi cette stigmatisation du baclofène? Est-ce qu'on fait autant de problèmes avec la prégabaline, avec toutes ces molécules qui sont distribuées largue à main nue et qui posent beaucoup de problèmes aussi? Voilà, moi, je m'énerve, mais bon, quand même. Oui. Merci. Bernard Granger. Et après, Francis Abraham aussi. Oui, je voulais revenir à la question de Marc Bardou, qui m'a un petit peu étonné.
Il y a énormément d'études en double aveugle contre placebo portant sur le baclofène, souvent sur des effectifs faibles, d'autres sur des effectifs plus importants. Un certain nombre d'entre elles est positif. On a donné l'autorisation à certains médicaments pour moins que ça. Les études de suivi de cohorte, l'expérience des patients qui sont des preuves certes d'un niveau plus faible mais qu'on ne peut pas mépriser et passer sous silence, la position des addictologues, des psychiatres ne peuvent pas non plus être négligés. On peut toujours dire, en s'appuyant sur un travail mal fait d'un CSSCT qui franchement contient des contre-vérités, le CSCT a dit que, personnellement je trouve que ce n'est pas très sérieux comme argument. Les preuves d'efficacité du baclofène, elles existent. Alors celui qui veut pas les voir, il ne les voit pas, c'est son problème, c'est votre avis, mais ce n'est pas, je regrette, je suis assez étonné qu'une commission de la NSM puisse dire des choses pareilles. Parce que franchement, les méta-analyses les plus récentes, qui ne prennent pas en compte des études à venir qui sont en plus positives, sont elles-mêmes déjà positives. Que demande nos peuples? Alors évidemment, les études sont critiquables, on peut toujours enculer les mouches et dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, peut-être, mais l'expérience clinique et l'intérêt que suscite le baclofène dans de pays de plus en plus nombreux montrent qu'on n'est pas là dans ce que vous sous-entendez, une espèce de lubie de certains spécialistes. Alors, j'aimerais dire une autre chose, si vous me le permettez, concernant le rapport bénéfice-risque. Vous avez raison, c'est un sujet de préoccupation. On aimerait que le baclofène ait moins d'effets indésirables qu'il n'en a. Bon. Lorsque le rapport bénéfice-risque a été étudié, on a, à mon sens, sous-estimé le bénéfice, c'est-à-dire les risques de l'alcool. C'est-à-dire que les risques du baclofène par rapport aux conséquences qu'entraîne la prise chronique d'alcool, ce n'est rien du tout. Comme ça a été rappelé, la dose létale du baclofène, personne ne la connaît. Et c'est vrai que si je devais me suicider, c'est pas du baclofène que je prendrais. Donc on est devant une situation où, je vous l'accorde, les preuves d'efficacité ne sont pas absolues. Elles sont relatives, mais elles existent. Il faut les prendre en considération. Il ne faut pas s'abriter derrière le travail d'un CSSCT, tout officiel qu'il soit. Le rapport bénéfice-risque doit s'apprécier en fonction de la maladie qu'on traite. Évidemment, s'il s'agissait de traiter un corps au pied ou la calvitie, le baclofène n'aurait pas d'autorisation de mise sur le marché. Là, on traite une maladie dont la gravité a été rappelée. Les témoignages des patients, vous en avez eu ce matin, je parle de M. Blaise par exemple, sont très poignants. Pour eux, c'était une libération. Alors, ce n'est pas une preuve d'efficacité selon les critères de l'évidence-based medicine, je vous l'accorde. Personnellement, j'adhère aux critères de l'évidence-based medicine. Mais l'évidence-based medicine, ce n'est pas uniquement les études en double aveugle contre placebo, c'est aussi le choix du patient, c'est aussi d'autres niveaux de preuves, et ils sont très nombreux pour le baclofène. Donc c'est une espèce de... Enfin, personnellement, je suis choqué par ce que vous avez dit en disant on n'a pas encore apporté la preuve. C'est faux. Il y a des preuves qui pourraient être meilleures, ça je vous l'accorde, mais les preuves d'efficacité sont très nombreuses, existent, y compris par de très nombreuses essais en double aveugle contre placebo. Si je peux juste répondre, on a un cadre. Là, le cas d'aujourd'hui, c'est qu'on répond à une demande d'autorisation de mise sur marché déposée sur le laboratoire au vu du dossier déposé par ce laboratoire. On n'est pas dans une discussion, et il y aurait pu avoir une autre approche qui était de dire on veut aller sur un usage bien établi. Ça n'est pas le cas. On a un dépôt de dossier avec un laboratoire. Donc le CSST et ce qu'on discute aujourd'hui, c'est sur la base de ce qui a été déposé. On pourrait entrer dans le débat scientifique de dire est-ce que le niveau de preuve est suffisant ou pas suffisant. Il se trouve que s'il y a une discussion, s'il y a cette multiplication d'études et de méta-analyses, c'est que justement, on aurait eu un essai randomisé incontestable
qui démontrait un rapport bénéfice-risque absolument indiscutable, la question, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui, la question serait différente. Donc on est quand même confronté à une interrogation, et c'est pour ça aussi qu'on vous auditionne aujourd'hui, sur une démonstration de rapport bénéfice-risque, et à la fois sur le versant risque, mais aussi sur le versant efficacité. Le versant efficacité serait indiscutable, on n'aurait pas ces interrogations. Donc je suis désolé, pas uniquement sur la base de ce qu'a produit le CSST, on a quand même une interrogation sur ce rapport bénéfice-risque. Oui, juste un petit mot. Vous n'avez pas d'interrogation sur les autres médicaments qui ont l'AMM. Vous allez me dire qu'on ne vous pose pas la question. Mais les spécialistes du domaine ont de fortes interrogations sur les autres médicaments qui ont l'AMM dans cette indication. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans un cas de figure très particulier de repositionnement d'une molécule ancienne. On est dans le cas très particulier d'un produit qui est génériqué. On est dans le cas très particulier de ce qui a été décrit comme une dérive de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la finance-based medicine. C'est une expression de John Ioannidis récente, il fait autorité en la matière, où effectivement les cadres réglementaires actuels dans lesquels vous vous placez, et dans lesquels on vous a placé, et dans lesquels on vous pose ces questions, n'est peut-être pas le mieux adapté pour répondre à la question qui est posée en fait, parce que ce qui est posé en fait, c'est va-t-on faciliter l'accès du baclofène aux patients qui en ont besoin. On a cité tout à l'heure le nombre de patients susceptibles d'être traités, on a cité le nombre de patients qui en ont déjà bénéficié. Je trouve que là, notre pays a une occasion unique de marquer une étape dans le traitement contre l'alcool et que les espèces de pinaillage, les espèces de travaux un peu bâclés qui sont mis en avant ne sont pas très dignes et à la hauteur de l'enjeu. Je vais, si vous me le permettez, lire un extrait, c'est quelques phrases d'un courrier que j'avais adressé à Dominique Maranaki, qui présidait, c'était à l'époque l'AFSAPS. Ce courrier date d'il y a 7 ans. Et je disais, le fléau que constitue l'alcoolisme est suffisamment important pour que cette affaire soit examinée avec impartialité, sérieux, c'est je pense, notre objectif à tous, et urgence. C'était il y a 7 ans. Si la découverte du professeur Amezen se vérifiait, ce que je crois aisément, il faut quand même être prudent, cette découverte lui vaudra une reconnaissance internationale considérable. Je crois que c'est en train d'être le cas. Il ne faudrait pas que notre système de mise sur le marché et de pharmacovigilance soit ridiculisé, c'est le risque. Alors qu'il s'agit d'une découverte effectuée par un médecin français, j'ajouterai que la France pourrait s'enorgueillir d'être le premier pays à autoriser la mise sur le marché du baclofène dans le traitement de la dépendance à l'alcool, si l'essai en double aveugle contre placebo coordonné par le professeur Jory, ici présent, était mené avec diligence. C'était, je vous répète, 2011. Après des années d'atermoiement, vous parlez d'études, on a cherché à les mener, ces études. Il y a eu beaucoup de difficultés, et pas de la part de ceux qui voulaient les mener, et se révéler concluant. Je pense qu'il s'est révélé concluant, on peut interroger le professeur Jory là-dessus. Donc je trouve que replacer l'enjeu d'aujourd'hui, de ces jours, dans toute l'histoire du baclofène me semblait important, parce que dans la prise en charge de l'alcoolisme, pour nous, cliniciens, modestes cliniciens, pardonnez-nous, ça représentait un changement considérable, un cap, et enfin une molécule particulièrement efficace, contrairement aux 3 autres produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Merci. Francis Abramowski, non. Antoine Pariente, Albert Trinduc. Oui, une question, mais qui fait référence à ce qui a été dit ce matin. Dans les discussions qu'on a eues ce matin, en particulier avec les associations de patients, il y a eu plusieurs fois évoqué l'étude Bacloville et le fait qu'elle n'était pas publiée, et évoqué le fait que probablement, ou en tout cas potentiellement, elle n'était pas publiée parce qu'il y avait des obstacles étonnants à son acceptation. Ce qui a été du coup demandé, c'était de voir directement avec M. Jory quels pouvaient être ces obstacles et comment il pouvait témoigner de ce qui avait bloqué ça. Corollaire à cette question, il y a eu plusieurs fois également présenté le fait que, sans que ce soit
discuter ou argumenter, je trouve que ce serait intéressant que ça le soit, que l'étude produite par la CNAM, NSM, etc. était très mauvaise et que Bacloville était excellente. Et je pense que ce serait intéressant de savoir pourquoi dans un sens et pourquoi dans l'autre. Ok, donc je réponds. Alors, on a des problèmes avec les revues, entre autres le New England, pour vous dire que les reviewers, je tiens à votre disposition ce qu'ont dit les reviewers, qui pour moi étaient des modifications peut-être majeures pour une et puis mineures pour d'autres. Et en fait, moi j'irais pas comme certains dire que c'était contre le baclofen ou contre moi, contre je ne sais quoi, je suis pas assez parano pour dire ça, mais bon, l'éditeur a décidé que c'était non. Actuellement, on est en discussion avec la plus grande revue d'addiction, d'addictologie, où carrément, donc d'abord les reviewers disent que c'est important de publier cette étude. Ça, je tiens aussi à votre disposition ce qu'ont dit les reviewers. Mais ce qui est très surprenant, c'est que l'éditeur en chef s'est permis de nous demander de changer carrément le plan d'analyse statistique en disant écoutez, moi je vous propose, et j'ai fait les calculs moi-même, et ça je tiens aussi à votre disposition pour voir comment on est manipulé. Il nous demande simplement de faire, dans notre plan d'analyse statistique qu'on a fait, qui a été validé par 3 experts internationaux qui sont Witschewitz, Falissard et puis je ne sais plus là, celui de Pompidou, Châtelier, qui sont des experts complètement indépendants, c'est pas du baclofen, qui sont complètement indépendants. Ils ont validé notre plan d'analyse statistique. Ils ont quelque part, cet éditeur en chef de cette revue me demande de changer le terme d'ITT, l'intention de traiter, en disant la vraie intention de traiter, c'est tous les patients au début, c'est pas comme dans votre plan d'analyse statistique où vous considérez des échecs pour les patients qui sont sortis de l'étude, ce qui pour nous est un échec. Bon, c'est comme ça dans le plan d'analyse statistique, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer en cours de route un plan d'analyse statistique pour changer l'article. On lui a proposé, en plus, le calcul qu'il nous demande, on l'avait fait en annexe, ça s'appelle une analyse de sensibilité. On a fait 3 analyses de sensibilité pour montrer que les critères, que les résultats étaient les mêmes, étaient bons. Et donc on lui a proposé, on attend la réponse, on lui a proposé de mettre dans le texte et pas en annexe ces 3 analyses de sensibilité. On va voir sa réponse. Mais c'est inadmissible, moi je pense en tant que scientifique, c'est inadmissible qu'on nous demande de changer les critères du plan d'analyse statistique qui ont été validés, qu'on a fait avant évidemment la levée d'aveugle. C'est vraiment très surprenant. Quant aux résultats sur lesquels vous travaillez, je ne reconnais pas mon étude parce que c'est comme vous le savez probablement, Bacloville, l'assistance publique a vendu la base de données à un laboratoire pour l'autorisation de mise sur le marché. Donc moi j'y suis pour rien. Je veux dire que ce qui est important, c'est que si vous avez des soucis avec ce qui s'est passé, il faut auditionner l'assistance publique. L'assistance publique, ça me semble normal, c'est le promoteur, c'est pas moi. Et si vous voulez, moi, je ne reconnais pas mon étude. Ils ont Etifarm, ils ont le droit, puis ils ont acheté la base. Ils ont fait leur plan d'analyse statistique, ils ont décidé que c'était sur 6 mois. En fait, l'objectif, c'était pour comparer avec Alpadir, pour pouvoir présenter à l'agence du médicament 2 études quasiment comparables, alors que c'est impossible de les comparer. Enfin bref, on n'en a jamais changé, et quand même la science publique ne se permettrait pas de changer le protocole en cours de route. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Qu'Etifarm ait fait un autre plan d'analyse statistique, ok, mais on n'a jamais changé le protocole. Il y en a marre de lire des choses, des erreurs comme ça, des faussetés dans les rapports de l'agence du médicament. Vous connaissez que c'est une situation un peu complexe pour une commission aussi, qui se trouve confrontée à ce genre de discordance. Oui, mais j'ai présenté à l'agence du médicament, il fut un temps, j'ai présenté Bacloville avec le plan d'analyse statistique de l'assistance publique devant une autre commission. Voilà, ça a été présenté ici, il y avait Dominique Martin, il y avait son conseiller scientifique, il y avait tout le monde. Ils ont posé des questions, on a répondu. Maintenant que je comprends très bien que c'est pour une autorisation de mise sur le marché, il faut que ça soit le plan d'analyse statistique d'Etifarm, mais ce n'est pas celui que nous on a fait. Auditionner l'assistance publique, et franchement c'est quand même très très surprenant, mais c'est vraiment très baclofen. Alors moi je veux bien dire que je suis parano, mais quand même quelque part on est attaqué de tous les côtés. Je vais vous dire une autre chose, j'ai eu des chiffres qui me semblent intéressants. J'ai un doute sur les méthodes que vous utilisez vous à l'agence du médicament. J'ai un doute parce que je vais vous donner des chiffres. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Maintenant c'est vrai, je suis peut-être parano, mais je le suis moins que Renaud de Bourper. Donc quand même. Et donc je vais vous dire, mais il le dit aussi, donc il n'y a pas de souci. Moi je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. J'ai des chiffres, je vais vous balancer des trucs, parce que le lévothyrox,
le lévothyrox, 4200 dossiers d'effets indésirables, 4200, 2694 d'effets indésirables graves, 10 décès, 12 mises en jeu du pronostic vital, 92 incapacité invalidité. Vous faites quoi pour ce genre d'étude? Une étude d'imputabilité. C'est-à-dire que toutes les observations ont été reprises. Baclofen, vous faites une étude de corrélation. Ce sont deux techniques différentes, deux méthodes différentes, mais on a l'impression, et c'est une impression désagréable, que quand on cherche, quand on veut trouver quelque chose, que par exemple le lévothyrox, il n'y a pas d'imputabilité, ce que vous avez dit, et que le baclofen, il y a une corrélation. Et je vous rappelle, le Conseil d'État, il a dit corrélation n'est pas causalité. Voilà, j'arrêterai là. Il ne faut pas détourner non plus ce qu'a dit le Conseil d'État, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais reconnaissez quand même, c'est un peu étonnant et du coup on a presque envie de se demander si, non pas vous, mais on est confronté à une demande d'AMM d'un laboratoire, on se demande si le laboratoire a vraiment envie de commercialiser ce médicament, puisque vous dites vous-même qu'il a modifié les résultats de votre étude, qu'il aurait acheté et qu'il les aurait donc un peu détournés. Ils n'ont pas détourné, ils ont fait un autre plan des statistiques. Oui, enfin qui n'est pas forcément très en faveur d'ailleurs. Il faut quand même que vous sachiez, vous avez audité, je le sais, le laboratoire Ethypharm, vous lui avez posé toutes ces questions, c'est peut-être pour votre commission, c'est une autre commission, il y a beaucoup de commissions, mais quelque part, on lui a demandé de comparer les deux études Alpadir. Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, c'était important qu'il y ait deux études, et c'est pas comparable du tout. D'accord, enfin, c'est quand même très intéressant, effectivement, ce que vous nous dites là. Albert Trinduc. Vous nous avez parlé des caractéristiques phénotypiques des patients alcooliques qui pouvaient être très variées. Ce matin, on nous a dit que si... ils n'ont pas dit si. Ils ont dit ce médicament est efficace que sur des posologies très hautes et non pas d'efficacité sur des posologies basses. Vous avez abordé le craving. Eux l'ont un petit peu moins abordé ou l'inversement. On a du mal un petit peu à se situer sur quelle est la place de ce médicament-là, sur quel profil de patient, et est-ce que vous êtes capable d'identifier le phénotypage de ces patients pour essayer de comprendre un petit peu, puisqu'on a bien vu, les études, M. Jory l'a dit, les études ne sont pas comparables, donc les populations sont difficilement métallisables, puisqu'en fait, ce n'est pas les mêmes profils de patients. Pour y voir un petit peu plus clair, et pour essayer de comprendre à qui pourrait bénéficier au mieux de ce médicament-là. Oui, alors je vais essayer de répondre à votre question. Je ne crois pas, j'ai écouté ce matin ce qui a été dit, je ne crois pas que les associations de patients aient dit des choses très, très différentes de nous. Je crois même qu'elles ont dit à peu près la même chose. Ce que nous disons, c'est que les posologies doivent être individualisées. C'est-à-dire qu'en pratique, vous voyez arriver quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, qui souhaite... un traitement, vous lui proposez le baclofen, ou il demande d'essayer le baclofen. On commence par des doses faibles et on augmente petit à petit jusqu'à obtenir l'effet thérapeutique souhaité. Parfois, il s'obtient très vite. C'est pour ça qu'il y a des études en double aveugle contre placebo qui donnent des résultats favorables à de faibles doses. Mais à mesure que vous augmentez les doses, vous recrutez de plus en plus de patients répondeurs. Alors, peut-être que les associations sont sensibles au fait que pour beaucoup de patients, il faut des doses élevées et ont peur qu'on limite la dose permise. Mais ils disent la même chose, c'est-à-dire que nous, on a des statistiques qui montrent bien que déjà, à 30, à 60, à 90 mg, il y a une proportion de patients qui répond. Et après... Le traitement est augmenté si le patient le tolère. Enfin, c'est du sur-mesure, mais c'est sur la médecine, c'est toujours du sur-mesure. C'est pas une dose fixe pour tout le monde. Alors le profil, on a déjà répondu, je crois. Tout patient qui a une consommation excessive, qui a une dépendance à l'alcool, peut être aidé par le baclofen. Actuellement, on ne peut pas savoir a priori celui qui va répondre, celui qui ne va pas répondre. On est parfois très surpris d'ailleurs. Il y a parfois un effet placebo, enfin, il y a parfois aucune réponse à 90 mg, vous augmentez de 20 mg et tout d'un coup le patient vous dit ah ben, c'est curieux, maintenant je vois de l'alcool, ça ne me dit plus rien. Et le ressenti des patients et lui aussi n'est pas forcément exactement le même. Certains ont une diminution pour l'appétence
l'appétence pour l'alcool et vont boire moins, vont boire plus lentement, et d'autres vont être totalement marquer une indifférence à l'égard de l'alcool. Donc il n'y a pas de profil a priori. La seule chose, c'est qu'il faut que le patient soit motivé et accepte le traitement. Vous ne ferez pas, n'obligerez pas quelqu'un à prendre du baclofène. L'individu, c'est pas un tube à essai dans lequel on met. Mais Bernard, on ne fera pas de génotype à nos patients, même si on trouve un génotype. Il faut pas se leurrer. Je veux dire qu'on va trouver des génotypes favorisants. Il se passe des choses en Inde. En Inde, le baclofène est très utilisé. Il y a plein d'études qui sortent en Inde. À 30 mg, ça marche. Ils ont un profil différent. On sait très bien que les Japonais, ils ont un problème avec l'alcool différent du nôtre. On le sait, ça. Mais on ne va pas faire un génotype à tous nos patients. Enfin, moi, je pense que je ne vais pas le faire. Avant de prescrire du baclofène ou un autre produit. Georges Brousse. Et après, merci. Oui, l'avenir viendra peut-être du génotypage, mais on n'y est pas encore. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Je voudrais vous quand même attirer votre attention sur le fait que le phénotypage de la réponse au traitement, dans le champ de la pathologie mentale, on n'a sur aucune pathologie mentale un traitement phénotypé. Pas plus sur la dépression, que sur la schizophrénie, que sur la codépendance. Vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Je vous le dis, ce qui signifie quoi? C'est quand vous avez un patient qui présente un syndrome dépressif, il est très difficile à l'avance de savoir quel antidépresseur marchera pour lui. Quand vous avez un patient qui vient pour une schizophrénie, il est très difficile à l'avance de savoir quel antipsychotique marchera pour lui. Les Allemands ont mené des études en ce qui concerne la prescription des antipsychotiques, et en fait avec des études où ils ont essayé de montrer par ordre quel antipsychotique on pourrait choisir, et en fait il y a une complexité très grande à pouvoir prédire à l'avance l'efficacité du traitement. Pourquoi? Parce que ce sont des pathologies multifactorielles, et ce qu'on voit dans le phénotypage de la maladie, c'est la façon dont on regroupe des symptômes ensemble, et que c'est très difficile de pouvoir, sur ces symptômes regroupés ensemble, avoir des caractéristiques phénotypiques qui puissent à l'avance prédire une réponse au traitement, et je pense qu'on ne l'aura pas. Donc ça veut dire que tout patient qui présente une pathologie mentale doit être traité pour cette pathologie avec des traitements dont on dispose, et ensuite effectivement, mais c'est vrai pour toute pathologie mentale, après on voit si ça marche ou si ça ne marche pas, et ensuite on peut implémenter des stratégies qui sont liées à la réponse ou non au traitement. Mais vous n'aurez pas, je vous mets au défi de trouver une pathologie mentale. Alors évidemment, vous pourrez me dire les dépressions résistantes, on pourrait peut-être mettre des IMAO, oui peut-être. Alors effectivement, dans des niches thérapeutiques très étroites. Je vous mets en garde sur cette approche. Merci. Marie Bonnet. Merci. Je voudrais m'inscrire dans la suite de la question qui vient d'être abordée et en ce qu'elle concerne le soutien psychosocial qu'on a beaucoup abordé ce matin. Est-ce que vous croyez que par votre expérience, vos files actives ou bien les études, il est possible d'aller plus loin sur la connaissance du soutien psychosocial qui marche bien dans le cadre des patients traités par baclofène, qu'il s'agisse de types de psychothérapie. Il y a différentes écoles, il y a différentes méthodes. On parlait aussi ce matin de tout ce qui est psychocorporel. Le professeur Brousse parlait des patients atteints de PTSD. C'est vrai que parfois ce qui est arrivé par le corps répond bien à des approches psychocorporelles. Voilà, donc est-ce que pour les patients dans une trajectoire de prise de baclofène à qui on prescrit une psychothérapie, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la connaissance de ce qui marche? Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que là, on va encore plus loin dans la complexité de la question, un petit peu comme Georges Brousse le disait tout à l'heure sur ce problème du phénotypage. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que ce qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on arrive aux limites du gold standard du randomisé contre placebo. Et on voit bien que ce modèle-là, qui est un modèle qui fonctionne très bien, qui est rigoureux sur le plan scientifique, il ne fonctionne pas pour toutes les pathologies. Et que là, face à cette hétérogénéité du phénotype addiction, face à la complexité de ce qui constitue en fait la pathologie, ça n'est pas la meilleure façon d'aborder le thème. Nous, dans l'équipe INSERM dans laquelle je travaille, on va essayer justement de revenir sur des études qui soient plus proches de la réalité, parce que finalement ce gold standard, on en trouve les limites, il s'est de plus en plus raidi dans sa façon d'inclure les patients, et donc on se retrouve avec des patients qui n'existent pas aussi, et donc on va essayer de revenir sur des choses qui sont plus
pragmatiques et des choses qui sont plus proches de la réalité. Et ça ne retire rien à la qualité et à toutes les avancées scientifiques que ça a apportées. Cela dit, malgré toutes ces qualités-là, ça a des limites, ce modèle, et je pense qu'on est typiquement dans une pathologie où on rencontre les limites de ce modèle. D'où les divergences que vous avez soulignées tout à l'heure, et sans être du tout polémique par rapport à ça, c'est que c'est naturel que vous soyez confronté à des divergences parce que ça fait partie de la pathologie, justement, que de créer des divergences sur cet outil. C'est-à-dire que le gold standard a des limites face à des pathologies qui sont aussi hétérogènes que les addictions, et donc les résultats seront divergents. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. En tout cas, ça répond probablement que ça va être encore plus complexe de pouvoir dire un sous-groupe de patients qu'on aura traité sous baclofène, quel est le type d'approche en psychothérapie qui va être le plus adapté. À ma connaissance, on n'a pas cette réponse pour l'instant, mais peut-être que mes collègues peuvent compléter. Georges Brousse, vous voulez compléter, et après Oui. Jean-Michel Delisle. Oui, je voulais compléter que, d'une part, ça a été un peu rappelé dans les différentes interventions, c'est que l'attention qu'on porte aux patients et l'empathie et la bienveillance qu'on a avec les patients est un élément d'accompagnement déterminant, notamment dans l'alcool-dépendance, parce que c'est des pathologies chroniques qu'il faut accompagner, il faut du temps, et ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire même si il faut accompagner le patient au long cours. Ensuite, sur les techniques psychothérapiques, un certain nombre de méta-analyses ont été publiées dans les années 2010. Alors, est-ce que c'est la preuve que les choses ne marchent pas très bien? Mais en tout cas, les méta-analyses ont été publiées sur les techniques psychothérapiques qui pouvaient être associées à la prise en charge de la dépendance à l'alcool. Un peu sortez les thérapies de type cognitivo-comportemental, notamment de troisième vague, avec les thérapies de type mindfulness, mais d'autres types de thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies systémiques, analytiques, aussi ont fait preuve de leur efficacité. Finalement, ce qui ressort au fond, c'est déjà un thérapeute qui connaît bien sa technique qu'il emploie pour accompagner un patient qui est en difficulté. C'est ça la meilleure clé, c'est d'accompagner d'un point de vue psychosocial un patient en difficulté avec une arme thérapeutique médicamenteuse. Alors ça peut être un cabinet de microstructure par exemple, on a plusieurs types d'intervenants évidemment, c'est pas forcément peut-être la même personne, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent accompagner, des psychologues, des médecins prescripteurs, ou la même personne peut tout faire évidemment, ou pas. Et là de ce point de vue-là, on voit que plus on implémente des stratégies différentes avec des gens qui connaissent et qui maîtrisent l'outil qu'ils utilisent, mieux on soigne nos patients. Voilà comment ça marche. Merci. Jean-Michel Delisle. À vrai dire, quand j'avais levé le doigt, c'était pour poser au professeur Jory la question qu'a posée tout à l'heure Antoine Pariente, mais puisque j'ai la parole, je la garde. Juste pour appuyer, en tant que psychiatre, travaillant dans le secteur des addictions, tout ce qu'ont dit nos amis là, des sociétés de psychiatrie, puisqu'on évoquait ce matin brièvement que lors du passage de la première RTU, donc j'étais un des rapporteurs cliniques, on s'était élevé, on était quelques-uns à s'élever contre la contre-indication pour les troubles psychiatriques caractérisés, notamment le trouble bipolaire. Ensuite, l'évolution a été favorable avec les précautions d'emploi, et c'est vraiment un enjeu décisif parce que, comme ça a été dit par nos collègues, un facteur prédictif pour le coup d'addiction sévère, c'est la comorbidité psychiatrique. Ce qui fait que si on pense que c'est dans ce domaine-là que ce médicament peut être utile, c'est évidemment paradoxal d'en faire soit une contre-indication, soit une restriction, et a fortiori, mais ça c'est le problème des RCT, de les exclure évidemment des bons patients qui sont étudiés dans les essais randomisés. C'est un éternel problème. Je lirai avec plaisir les lettres des reviewers le moment venu, si c'est possible. Merci. Muriel Grégoire, après il va falloir qu'on s'arrête, parce qu'on est très en retard. Je voulais juste faire une réflexion, c'est que, moi ce matin en tout cas, j'avais quand même plutôt entendu un peu ce que vous disiez, ça, par rapport notamment aux posologies, que l'efficacité dépendait plus du patient finalement ça dépendait surtout du patient. Moi, j'ai un peu utilisé le baclofène, c'est un peu mon expérience et ce que ça me disait. Même si on voyait dans l'étude, dans le graphique, effectivement, que majoritairement, c'était quand même au-dessus de 120 mg, de plus de la moitié, mais qu'il y en avait qui pouvaient être en dessous. Et puis juste, je trouvais ça plutôt rassurant de vous entendre parler au niveau du phénotype. Je suis assez d'accord que c'est tellement variable en fonction de chaque patient que c'est compliqué d'appliquer une seule et bonne méthode à la même personne, à des personnes différentes. Pardon. Merci. 2 interventions d'1 minute. Albert Trinduc et Francis Abramovici. Juste une petite précision, Monsieur Jory. Vos résultats, on ne les a pas vus, vos résultats, je ne crois pas. On a vu les résultats du CSST, mais vous dites que ce n'est pas ceux-là les bons résultats, puisque c'est ceux d'Etipharm. Mais les vôtres, ceux que vous souhaitez publier, alors
vous pouvez, même si vous ne voulez pas les présenter parce qu'ils vont être rendus publics par l'intermédiaire de la visioconférence, est-ce que vous pouvez nous les faire parvenir pour qu'on puisse les regarder de notre côté? Écoutez, je les ai présentés dans les congrès mondiaux de la dictologie à Berlin, congrès mondial de psychiatrie à Copenhague, congrès international de dictologie à Sydney. Je les ai présentés à Belfast, à Londres. Je les ai présentés à Séoul, au congrès mondial des médecins généralistes. Donc en fait, les diapos, elles existent. Je vais vous envoyer les diapos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À qui je dois les envoyer? À l'agence? Mais de toute façon, l'agence est à mon diaporama. Le problème, c'est que l'agence se base sur l'AMM et donc la demande d'Ethifarm. Mais l'agence, puisque je les ai présentés à l'agence, ils ont mes diapositives, que celles que je présente dans les congrès internationaux dans le monde entier. Mais vous comprenez bien qu'il y a ce qui existe et qui est déposé officiellement. J'ai compris. Il y a ces fameuses données. J'ai compris. Dans tous les cas, il y a un certain fantasme là. Et nous, voilà. J'entends bien. On est un peu J'aimerais parler juste pour les médecins généralistes. La prise en charge de ces patients-là, elle est biomédico-psychosociale, culturelle, ethnique, tout ce que vous voulez, juridique, mais c'est une prise en charge globale. Ça me semble important. La prise en charge psycho, elle est importante. La prise en charge sociale, elle est importante. Mais il ne faut pas oublier non plus la prise en charge biomédicale. C'est des patients qui fument, c'est des patients qui boivent, ils fument. Il y a des cancers. Je veux dire que la médecine générale, après, on travaille avec nos confrères psychiatres. Évidemment, on a toujours travaillé avec eux. Et d'ailleurs, quand je vous dis qu'on en a formé 238 qui viennent à nos formations, il est évident que c'est une coopération. Et il y a certains patients qui en ont besoin plus que d'autres. Mais c'est important aussi de faire des électros, de faire des échographies. Il ne faut pas oublier cette prise en charge médicale. Merci. C'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Vous avez raison. Non, Francis Abraham aussi? Non, alors on s'arrête là. Merci beaucoup pour ces échanges. Nous vous libérons.